Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce solo talk. Enfin, je vous fais cet épisode qui me trotte dans la tête depuis 1000 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de solo talk, genre depuis les épisodes sur mon yoga teacher training, ça fait genre plus de 2 mois. Donc on va un petit peu rattraper le temps perdu. Je voulais sortir cet épisode il y a déjà 2 semaines, mais j'avais pas réussi à le faire et voilà, là je me suis plus préparée. J'ai traversé en fait une grosse phase de doute qui a continué de s'incarner au moment où je voulais poster cet épisode. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis pas la seule à avoir vécu cette phase de doute, qu'il y a eu une espèce d'énergie cosmique en ce sens. Pas mal de filles que je suis sur les réseaux sociaux ont vécu ça aussi, ont partagé ça sur les réseaux sociaux, soit dans leur business, soit dans leur vie perso, et j'ai aussi remarqué que quand j'ai vécu cette période et que j'ai voulu commencer à penser à un épisode de podcast pour parler de ça, j'ai remarqué que les sujets de podcast des filles que je suis, comme Pêche Églantine, Marine Chapon, tournaient autour de ça, de comment traverser les phases de doute, Chloé Bloom aussi. Donc je pense que on est tous vraiment interconnectés et que mon expérience pourra vous parler à vous aussi, en espérant que ça n'arrive pas trop tard du coup. Je vais essayer de vous livrer mes pistes de réflexion autour de comment gérer ces phases de doute, comment se questionner sur l'autosabotage, comment repérer le syndrome de l'imposteur, savoir reconnaître son intuition face à justement ces syndromes et le brouhaha du mental qui nous fait douter. Je savais pas trop par où commencer, mais je crois que je vais commencer par le commencement chronologique de cette phase de doute. Même si, voilà, c'est pas forcément le sujet le plus facile à vous raconter parce que je vais vous parler de ma relation avec mon copain. Donc voilà, mon copain que vous connaissez peut-être du coup si vous avez regardé mon vlog sur YouTube, je fais découvrir Bali à mon mec. Donc voilà, Flo est arrivé il y a 2 mois maintenant me rejoindre à Bali. Ça faisait depuis le mois de septembre qu'on se connaissait et on avait décidé de se mettre ensemble au mois de décembre où il avait décidé de m'accompagner, enfin en tout cas de venir me rejoindre à Bali, vu que c'était un projet que j'avais toute seule à la base. Donc il est arrivé il y a 2 mois et j'avais un peu cette pression de lui faire partager mon amour pour Bali pour qu'il s'y sente bien, pour qu'il ait envie de rester ici, pour qu'on puisse rester ensemble en fait. Et donc j'avais toute cette attente en fait du bonheur qu'on était censé ressentir, du fait qu'il tombe amoureux de l'île et qu'on ait envie de construire notre vie ensemble ici. Et désolée de vous décevoir pour ceux qui auraient regardé notre vlog, en fait ça c'est pas vraiment passé comme ça. Et cette phase de doute a commencé à partir du moment où il est arrivé. J'ai vite compris que ça allait pas le faire en fait. J'étais constamment de mauvaise humeur. J'avais perdu l'émerveillement d'être à Bali. Et voilà, on s'est vite rendu compte que de un, lui, ça ne lui convenait pas, qu'il ne voudrait pas rester ici à Bali, qu'il tombait pas du tout amoureux de Bali. Et que c'est pas du tout un endroit dans lequel il se voyait vivre. Et de deux, on s'est rendu compte que entre nous, ça collait pas. Il manquait le plus important dans un couple en fait, l'amour et la petite flamme de la passion. On a eu une phase de notre relation de découverte depuis le mois de septembre où on a découvert beaucoup de points en commun et quand il est arrivé on a découvert au contraire beaucoup de divergences d'opinions et de façons de penser et on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas coller, mais avant qu'on se synchronise sur ce constat en fait,
j'ai eu une énorme phase de doute. C'était hyper dur au début parce que en fait cette relation sur le papier elle était parfaite. Un garçon avec qui j'avais d'énormes points en commun. On avait exactement le même thème astral, tous les deux Gémeaux, ascendant Scorpion, Lune en Vierge. Donc ça c'est pour le petit fun fact, mais on avait vraiment beaucoup de points communs. Quelqu'un qui en était au même stade que moi dans sa vie. Il venait aussi de tout quitter pour se lancer en freelance, pour partir voyager, etc. En plus de ça, un garçon très gentil, très beau, qui remplissait tous mes critères physiques, qui était vraiment la personne que j'avais essayé de manifester, et qui en plus de ça m'avait suivi à l'autre bout du monde. Donc quand je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse, que je me sentais pas amoureuse de lui quand il est arrivé à Bali, et que j'allais devoir potentiellement quitter une personne qui m'avait rejoint à l'autre bout du monde, je me suis dit mais putain, mais pourquoi je suis pas heureuse et amoureuse de lui en fait? Je me suis dit mais c'est quoi? C'est de l'auto-sabotage? Je suis en plein auto-sabotage en fait. Donc je me suis beaucoup trituré l'esprit pour savoir si c'était de l'auto-sabotage. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'avais à guérir en moi pour arrêter en fait et tomber amoureuse de cet homme parfait et apprécier ce que j'avais manifesté. Ou si au contraire, mon intuition première était la bonne et que voilà, c'était juste pas la bonne personne. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, au début de notre relation, j'avais déjà eu des doutes et j'avais déjà cette intuition comme quoi il manquait quelque chose. Mais je m'étais persuadée du contraire parce que sur le papier ça collait de ouf et je m'étais dit qu'une relation saine, enfin j'avais une relation saine et que c'était peut-être ça une relation saine, pas une passion transcendante au début qui tourne au vinaigre rapidement, mais des sentiments qui vont crescendo et qui sont stables et des sentiments raisonnables, on va dire. Du coup, je me suis pas écoutée, alors que j'aurais peut-être dû, parce que je me suis rendu compte que en fait, je savais depuis le début que ça allait se passer comme ça et c'est pour ça que j'avais autant de doutes même avant qu'il arrive, je stressais un peu parce qu'en fait, je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Et du coup, avant de me rendre compte de tout ça, je me suis beaucoup questionnée sur si toute cette prise de tête c'était de l'auto-sabotage ou si c'était mon intuition qui était bonne. Donc c'était un peu un gros dilemme. Parce que comment reconnaître l'auto-sabotage de l'intuition? Honnêtement, j'ai toujours pas vraiment de réponse à ça, mais en tout cas, ce qui m'a le plus aidé dans cette situation, ça a été le tarot. C'est con, mais les cartes ne mentent pas, en tout cas elles ne m'ont pas menti, et au bout d'un moment, quand tu te questionnes sur ta relation et que des cartes comme l'ermite ou le fou ressortent à chaque fois, vous pouvez aller voir les significations de ces cartes sur internet si vous voyez pas de quoi je parle. Mais quand ce genre de carte ressort à chaque fois, que c'est écrit noir sur blanc sur le petit livret descriptif, que t'as envie d'autres horizons, d'aventures, de solitude, et surtout que t'es content de lire ça plutôt que l'inverse, là t'as ta réponse en fait. Et voilà, je le savais depuis le début que ça allait se passer comme ça, j'avais des doutes depuis le début, et les doutes n'étaient pas là pour rien. Le doute, c'est le cogito de Descartes, je pense, donc je suis. Il faut honorer ces doutes, parce que c'est ce qui fait notre humanité et notre intelligence en fait. Et on a les réponses au fond de nous, et c'est ce que nous montre le tarot. On a les réponses au fond de nous, on a juste besoin d'un outil pour les décrypter. Et les cartes et l'introspection qu'elles offrent ont donné en fait le courage et la confiance en moi et la confiance en mon intuition pour aborder le sujet et commencer à discuter ouvertement de ce sujet parce que c'était difficile pour moi d'en parler, j'avais trop peur de faire souffrir, etc. Et voilà, et en discutant ouvertement, on s'est rendu compte que j'étais pas la seule à avoir ces doutes, et que lui aussi ressentait la même chose, et que donc c'était bien réel, et on a pu avancer vite et se sortir de cette situation de doute qui nous triturait l'esprit à tous les deux, et on a complètement dédramatisé la situation. Et donc voilà, je pense que la communication non violente et sincère m'a permis de lever ces doutes. Donc voilà, 2 outils pour moi pour sortir de ces situations de doute: la communication, le tarot. Si vous voulez en savoir plus sur le tarot, j'ai fait un épisode de podcast pour en parler un petit peu plus longuement. Ce qui m'a permis aussi d'apaiser en fait toute cette phase de doute, c'est de passer du temps seul. Parce que je pense que quand on se met en couple, quand on se met en ménage, quand on commence à vivre à deux, on commence forcément à douter de nous, parce qu'on doit penser pour deux et se plier à ce que l'autre veut. Donc du coup, on se dit tout le temps: ah, j'ai envie de faire ça, ouais, mais est-ce que l'autre va aussi avoir envie de faire ça?
Et du coup, on se met à douter de nos propres envies. Donc je pense que quand on est vraiment perdu dans les doutes, il faut essayer de revenir à soi, de faire des choses seul. Et par exemple, voilà, depuis qu'il était arrivé, j'avais complètement perdu cet émerveillement pour Bali et il m'a juste fallu une seule balade à pied toute seule dans les rizières pour retrouver cet émerveillement, tout ce sentiment d'appartenance et d'envie de vivre ici que j'avais perdu. Et voilà, je pense qu'on doute beaucoup de nous quand on doit penser pour deux et quand on doit se plier à l'organisation des autres parce que nos envies ne fitent pas forcément à ce que les autres veulent faire, donc on n'a plus envie de s'écouter et on doute de nos propres envies. C'est aussi la vie en communauté qui, je pense, nous fait douter parce que quand on est avec les autres, on se compare aussi aux autres. Donc ça nous fait douter de nous. Et j'ai eu cette réflexion aussi parce que j'ai été à une soirée à Bali et d'ailleurs, fun fact, c'était l'anniversaire d'Alex Viseo où une copine m'avait invitée. Et donc c'était une soirée dans un espèce de resto club un peu pour les expats où ils organisent des business talks entre expats français et du coup je me suis retrouvée dans la réalité de Bali, plein d'influenceurs où tout le monde fait le même métier de coach. Je me suis un peu fait violence pour aller à cette soirée pour essayer de trouver des gens, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. J'étais pas forcément super à l'aise parce que déjà je supporte plus trop de sortir le soir, il y avait un DJ qui faisait de la musique vraiment super fort donc je me sentais pas forcément à l'aise, etc. J'avais envie de partir assez vite. Et là, je tombe sur une meuf qui commence à discuter avec moi, qui me dit « Alors, et toi, tu fais quoi dans la vie toi aussi t'es coach ?» Et du coup je lui dis non pas vraiment, mais enfin oui, dans mon futur métier il y aura une partie de coaching en transition végétale. Donc je lui explique un petit peu le concept quoi, que j'aimerais aider les gens à devenir vegan, etc. Elle me dit ah ouais c'est marrant parce que moi une de mes clientes elle est coach en régime carnivore. Et là je la regarde et je fais ah ouais, et elle me dit ouais et puis elle m'a bien convaincue hein. J'étais là mais quoi? La meuf est coach pour aider les gens à manger que de la viande. Et elle me dit oui, elle conseille aux gens de manger que de la viande et des œufs. Et j'étais là mais c'est pas possible, genre j'avais jamais entendu ça de ma vie et j'étais là mais j'étais trop choquée quoi. Et bon j'ai un peu coupé court à la conversation parce que j'avais la flemme de rentrer dans un débat et que le DJ était super fort et que j'avais qu'une envie c'était de me casser et que voilà j'en avais marre et que j'avais pas forcément envie de me confronter à tout ça. Mais voilà, du coup en rentrant de cette soirée sur mon scooter je me suis vraiment dit mais les autres sont vraiment un miroir auquel il est difficile de se confronter, parce qu'en fait on se rend compte que quand on sort de notre bulle et qu'on se confronte aux autres, parce que moi je suis un peu dans une bulle, voilà, je suis que des gens qui pensent à peu près comme moi, je suis dans un milieu Instagram bien-être où les gens pensent comme moi, et effectivement quand je sors de ma bulle et que je me confronte aux autres, je me rends compte qu'il y a des gens qui pensent à l'opposé de moi et que ça va pas forcément être facile quoi, et ça fait douter aussi, ça fait douter de soi de sortir de sa bulle et d'être confronté à ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que en fait les autres sont vraiment un miroir et que même si les gens t'as l'impression qu'ils sont à ton opposé, mais finalement on est un peu pareil. Ce qui est sûr c'est que personne ne sait rien. Et que ça, c'est vraiment notre point en commun. Voilà, elle est coach en carnivorisme, moi je vais devenir coach en végétalisme. Qui a raison? Chacun aura sa vérité, et en fait, il n'y a pas de vérité universelle, et notre point en commun, c'est que on ne sait rien. Si ça se trouve, moi je fais complètement fausse route, si ça se trouve, c'est elle qui a tort, et tout nous oppose, mais finalement, ce qui nous unit, c'est ce doute en fait, et c'est la seule vérité, c'est qu'on ne sait rien, et que personne ne sait rien en fait. Donc voilà, je sais pas si vous me suivez dans cette réflexion, moi-même je sens que je pars loin, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression que la vie en société nous met toujours face à des doutes, et que c'est vraiment la quintessence de l'expérience de la vie de douter, de penser qu'on a tort, de se comparer et de s'opposer en fait. De s'opposer les uns les autres, alors que finalement, on est tous pareils. Et ça, c'est l'enseignement du yoga aussi, c'est l'union. On est tous unis et on a nos vérités différentes, mais finalement, tout le monde fait la même chose et tout le monde doute et personne ne sait rien. Une autre thématique qui a fait partie de cette phase de doute de ces quelques mois dernièrement, ça a été le sujet global de Bali, de vivre à Bali.
et de l'authenticité de Bali. Je me suis beaucoup posé la question du coup, comme mon mec, je voyais qu'il ne tombait pas du tout amoureux de Bali et qu'il avait beaucoup de reproches à faire à Bali, notamment sur l'authenticité, je me suis posé la question, mais pourquoi moi j'aime être à Bali et les autres non? Eh ben, c'est quelque chose de très personnel. Et je me suis beaucoup questionnée sur l'authenticité de Bali, sur qu'est-ce que l'authenticité, parce que pour moi l'authenticité de Bali c'est vivre au milieu des rizières, c'est la population balinaise, tous ces rituels, toutes ces cérémonies, toutes ces offrandes, pour moi c'est ça Bali, les temples, etc. Et pour d'autres, l'authenticité de Bali, c'est autre chose. Et j'ai douté de moi et de mon envie de vivre à Bali. Je me suis demandé si c'était une vraie envie ou si je m'étais fait matrixer et pourquoi moi ça me plaisait alors qu'à d'autres personnes ça ne plaisait pas, parce que j'étais du coup avec mon copain et avec aussi une autre copine que je me suis faite ici qui trouvait que voilà c'était un endroit inauthentique et qu'elle se verrait pas vivre là-bas. Et du coup j'ai douté de moi, je me suis dit mais moi aussi j'ai envie de vivre dans un endroit authentique, alors pourquoi j'ai envie de vivre ici? Sauf qu'en fait voilà, tout ça c'est des sentiments qui sont très personnels. Et en fait j'ai aussi dans tous mes questionnements du moment eu des doutes sur mes investissements futurs. Est-ce que je dois acheter une maison à Bali ou investir en France? C'est un questionnement que je me pose parce que voilà, j'ai un petit peu d'argent de côté et j'aimerais les investir. Et j'hésite en fait à acheter une maison à Bali ou acheter un studio quelque part en France. Et j'en ai parlé un petit peu avec ma banquière qui, bien évidemment, me conseille d'investir en France, que c'est beaucoup plus raisonnable, etc. Et cette réponse en fait me plaisait pas. Ça me titille en fait, ça m'agaçait. Et juste après avoir eu cette conversation avec ma banquière, je tombe sur un reel sur Instagram, sur l'investissement en France et sur le fait que quand tu veux investir en France, tu dois